Mesdames, Messieurs, chers amis abonnés de notre chaîne, bonjour. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste. Je vous invite à suivre ma vidéo intitulée « La restructuration de l'emprunt obligataire du Congo-Brazzaville à la BVMAC, dont la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, basée à Douala au Cameroun. » Mais avant, je vous invite à mettre un like sur cette vidéo, à la partager dans vos groupes, sur votre page, mais également à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne YouTube, mais aussi à nous abonner sur notre compte X ou ancien Twitter qui est aussi intitulé Élisée Yonta. Je fais cette vidéo pour éclairer l'opinion sur la restructuration de l'emprunt obligataire du Congo. Comme je l'ai souvent dit, les États ont plusieurs moyens de se financer. Elles peuvent se financer en levant l'impôt sur les personnes physiques, l'impôt sur les entreprises, l'impôt sur les ventes ou les achats, c'est ce qu'on appelle la TVA, ou dans certains cas la TCA, la taxe sur le chiffre d'affaires, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. L'État peut aussi se financer à travers les droits de douane, les droits d'enregistrement et les timbres et autres taxes également. Mais l'État peut aussi se financer en procédant à des emprunts. Et les emprunts ont plusieurs catégories. Vous avez des emprunts obligataires, vous avez des emprunts auprès des bailleurs de fonds multilatéraux, bilatéraux, vous avez des emprunts auprès des banques, par exemple. Auprès des banques, c'est un crédit commercial, donc le crédit a une durée, un taux d'intérêt, et il y a une annuité de remboursement, et avec des intérêts, majorés des intérêts. Lorsque c'est un prêt à des institutions financières internationales, multilatérales, donc la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, ou bilatérales, l'Agence française de développement, la DEG par exemple, Turc-Exim. Lorsqu'il s'agit d'un prêt de ce genre-là, c'est la même configuration que les prêts dans une banque commerciale, à l'exception que la devise de référence, ce sont ce qu'on appelle des hard currency, à savoir l'euro ou le dollar, par exemple. Voilà, voilà en gros de quoi il s'agit. Bon. L'État peut lever l'argent sur les marchés financiers. Donc, il peut lever l'argent sur les marchés financiers internationaux. Ça s'appelle des eurobonds. Je précise encore que quand on parle d'eurobonds, il ne s'agit pas des euros, il s'agit des dollars. Mais les dollars en circulation hors des États-Unis s'appellent des euro-dollars. Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'eurobonds quand ils sont libellés en dollars. Donc, 80% des obligations étant libellées en dollars, on parle donc d'eurobonds. Voilà, parce que l'Amérique a les moyens de défendre sa monnaie. Mais l'État peut aussi emprunter sur les marchés financiers locaux et en devise locale. C'est le cas de la République du Congo qui emprunte sur le marché financier local, à savoir la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale à Douala. Donc la République du Congo a procédé à plusieurs levées de fonds, comme on dit dans le jargon, sous forme d'émission des obligations. Ça veut dire que l'État congolais émet du papier ou émet des obligations, et ces obligations-là sont achetées par des banques, par des compagnies d'assurance, par des fonds d'investissement, etc. Et il y a ce qu'on appelle un contrat, donc les banques qui arrangent, c'est un bien grand mot, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Les banques qui arrangent, ça veut dire que elles font des enquêtes, ce qu'on appelle des due diligence, pour déterminer le rating, par exemple, du pays, si le pays est solvable. Elles posent un certain nombre de questions et elles obtiennent un certain nombre de réponses, mais qui restent confidentielles. Et donc, elles vendent, quand elles estiment que cela est nécessaire,
elles font un contrat pour déterminer la valeur du coupon. Le coupon. Aux États-Unis, le coupon, c'est 1000 $. Je pense que chez nous, là, le coupon, c'est 100 000 francs. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. Le coupon, c'est la valeur faciale de l'obligation. Donc, si vous achetez 1 pour 2, 10 millions de francs, vous achetez 100 obligations. Ouais. Parce que 100 000 fois 100 égale 10 millions. C'est la valeur du coupon. Et il y a le taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt, c'est le montant auquel, le montant de la rémunération de l'emprunt par an. Et il y a enfin ce qu'on appelle la maturité. Ça veut dire la durée pendant laquelle le prêt est émis. Ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans. Et à l'issue des 5 ans, vous êtes remboursé chaque année, chaque semestre, donc 2 fois par an, jusqu'à échéance où on vous rembourse le principal. Ça veut dire le montant de l'argent que vous avez mis. C'est comme ça que ça se passe. Mais ces obligations, une fois qu'elles sont émises et que l'État a récupéré l'argent et a payé ceux qui sont arrangés, les obligations sont, comme on dit, deviennent des titres négociables. C'est pour ça qu'elles accèdent à la cote, donc sur les marchés financiers. Ça devient des titres négociables. Négociable, ça veut dire que celui qui a émis l'obligation n'est pas obligé de le conserver par devers lui. Il peut le revendre, comme par exemple dans le cas d'espèces où le Congo a des difficultés. Il peut le revendre à un tiers. Par exemple, si c'est une banque, elle peut le revendre à ses clients qui ont envie d'acheter. Elle peut le revendre à une compagnie d'assurance. Elle peut même le revendre à la banque centrale ou elle peut le revendre à une autre banque sur le marché interbancaire. Donc, ce sont des titres, on dit négociables. Donc, ce sont des titres qu'on peut passer d'une main à l'autre en respectant les règles édictées par la COSUMAF, qui est la Commission de surveillance des marchés financiers en Afrique centrale. Voilà en gros comment ça se passe. Et à partir du moment où ils sont cotés à la bourse, la valeur faciale du bon s'appelle le price ou le prix. Price en anglais, prix en français. Et le taux d'intérêt s'appelle le yield, hein, taux d'intérêt. Et la durée, c'est maturity. Donc, voilà, donc je vous épargne d'autres variables comme la duration, standard deviation, etc., etc. Mais tout ce que je vous ai expliqué là permet à peu près de cerner comment ça fonctionne une obligation. Donc, l'État du Congo, et j'avais déjà fait une présentation dessus, lorsque j'étais reçu chez notre ami et confrère Stevie Sam, j'avais expliqué la dangerosité de la structuration des emprunts du Congo. Le Congo s'était endetté très fortement auprès des autorités chinoises et j'avais donc en son temps dénoncé ces prêts-là. Et le Congo était donc revenu sur la bourse, mais j'avais estimé que revenir sur la bourse de Douala, quand on n'a pas encore réglé la question de les prêts qu'on a pris aux Chinois, ça ressemble à une fuite en avant et qu'il n'y a pas remboursement. Donc, ceux qui veulent peuvent aller regarder cette vidéo sur la page de Stevie Sam. Elle date de 2018. C'était une interview que j'ai faite en 2018. Et donc, 2018 à aujourd'hui, vous voyez, ça fait 6 ans. Nous y sommes. Nous y sommes parce que j'ai lu un communiqué du ministre de l'économie et des finances du Congo qui a déclenché ce qu'il a appelé le programme national d'optimisation de la trésorerie. Donc, programme national d'optimisation de la trésorerie. Alors, en quoi consiste son programme national d'optimisation de la trésorerie? Il consiste à rallonger la maturité des obligations et de bons de trésor. C'est pour ça que je vous ai expliqué les concepts au début. Rallonger la maturité veut dire tout simplement augmenter, c'est-à-dire que si l'échéance est arrivée à 3 ans, le Congo demande à ses créanciers de rallonger la durée. Ça veut dire au lieu de rembourser en 3 ans, le Congo veut rembourser en 10 ans. Voilà. Donc, il demande un délai supplémentaire de 7 ans. C'est ça qu'on appelle rallonger la maturité. Autrement dit, l'État du Congo a vraiment un délai de 7 ans supplémentaires pour des obligations en 3 ans, un délai de 7 ans, de 5 ans supplémentaires pour les obligations à 5 ans. Donc, j'explique aussi, quand on parle d'obligations ou de bons de trésor, les bons de trésor, ce sont des bons que le Congo émet
et qui sont achetés plutôt par la Banque centrale, dont la BEA, donc qui permet, la BEA fait de l'émission de la monnaie, de la création monétaire, elle imprime de la monnaie, mais pas physiquement, mais elle imprime, c'est-à-dire qu'elle crédite le compte de l'État du Congo dans ses livres, et le crédit de l'État du Congo donc permet à l'État, au Trésor du Congo, de disposer de l'argent qu'il peut utiliser. Donc, moi, j'ai souvent dénoncé l'endettement des pays de la CEMAC, surtout la CEMAC, parce que c'est un endettement qui est essentiellement utilisé pour combler les déficits budgétaires. Voilà. Combler les déficits budgétaires dans un contexte où les budgets ne sont pas transparents. Ça veut dire que dans ces budgets-là, sont des budgets fantômes, où on ne peut pas lire la part qui est réservée à l'investissement, quoique, et je l'ai déjà dit dans une présentation précédente, le président Denis Sassou Nguesso a fait beaucoup d'efforts pour construire des infrastructures que tout le monde peut voir. Donc, il a conçu des infrastructures vraiment, des routes, des ports secs, des zones industrielles, la rénovation des aéroports, etc., etc. Il a fait beaucoup de choses. Mais on en reparlera plus tard parce que moi, je pense que une fois que le président Denis Sassou Nguesso a conçu des infrastructures, là où il pêche, c'est qu'il n'a pas mis en place les organismes dus pour attirer les investissements, pour attirer les investisseurs, pour amener les capitaux afin que les gens puissent venir travailler dans son pays. Il y a des choses qu'il aurait dû faire. Comme le Rwanda, hein, où il se rend régulièrement, le fait. Organiser plus de conventions, faire venir des Africains, des Camerounais, des Gabonais, des Congolais, des Ivoiriens, des Nigérians, des gens qui sont refoulés dans leur pays. Ça ne veut pas dire recevoir un ou deux grands noms de l'entrepreneuriat, non. Faire venir tout le monde, faciliter les titres de séjour, faciliter l'établissement des gens dans son pays, afin qu'ils puissent investir dans l'agriculture, dans l'agro-industrie, dans la transformation, la forestière, dans les entreprises de services, etc., etc. Ce sont ces gens qui vont créer des emplois, donc mettre des gens au travail, qui vont payer l'impôt sur les revenus, payer ce qu'on appelle des corporate taxes parce qu'ils auront créé des entreprises qui travaillent. Et c'est à ce moment que ça va augmenter le niveau de recettes de l'État du Congo qui peut rembourser sa dette. Mais j'ai souvent dénoncé les dettes qu'on fait pour pouvoir combler les déficits budgétaires parce qu'on ne sait pas dans ce contexte-là, quand l'argent est consommé, comment on fait demain pour rembourser. Donc, j'ai regardé, ça m'a un peu fait sourire, permettez-moi de dire ça, le mot programme national, j'insiste sur le mot optimisation de la trésorerie. Optimisation de la trésorerie. Quoique le mot s'entend, optimiser la trésorerie, c'est deux choses. En matière de gestion de la trésorerie, toute entreprise veut payer son fournisseur le plus tard possible et se faire payer le plus tôt possible. Je répète, en matière de gestion de la trésorerie, toute entreprise veut payer son fournisseur le plus tard possible et se faire payer le plus tôt possible. Ça, c'est indiscutable. Payer son fournisseur le plus tard possible, donc, ça veut dire que vous décaissez le cash qui va dehors, ce qu'on appelle le cash outflow, l'argent qui sort, comme on dit, vous décaissez le plus tard possible. Et payer sa trésorerie le plus, payer ses fournisseurs, j'ai dit le plus tard possible, et se faire payer le plus tôt possible. Voilà, quand vous imaginez, vous avez une marchandise de 100 millions de francs. Et vous l'avez acheté, par exemple, à 30 millions de francs. Vous avez dépensé, par exemple, 25 millions pour qu'elle soit dans votre magasin. Alors, donc vous avez des obligations de 55 millions vis-à-vis de vos fournisseurs. Je ne parle pas d'autres charges, hein, les charges de salaire, etc., les impôts, etc. Si vous devez payer vos fournisseurs dans 90 jours, et que les marchandises rendues dans votre magasin, vous les vendez comptant, rassurez-vous, quand vous les avez vendues comptant, vos marchandises, et que vous avez perçu l'argent comptant, vous voyez bien que si tous les marchandises sont écoulées à 30 jours, vous avez la totalité d'argent et vous n'avez pas besoin d'un crédit pour pouvoir payer vos fournisseurs. Vous les payez parce que la disponibilité de la trésorerie est là. Vous pouvez même payer par anticipation. C'est pour ça qu'on parle d'optimisation de la trésorerie.
Mais la question est-ce que l'optimisation de la trésorerie dont le Congo réclame est réalisable? Autrement dit, si on échelonne, on rééchelonne, ça veut dire on augmente la maturité ou la durée pendant laquelle le Congo va payer. Ça veut dire on passe de 3 à 10 ans. Par exemple, ça c'est pour les bons de trésor. Et on passe de 5 à 10 ans. Ça c'est pour les obligations. Est-ce que le Congo remboursera? Ma réponse est oui et non. Le Congo pourra payer si entre-temps, donc pendant les 5 années ou les 7 années qui viennent, il y a un surplus d'activité économique dans le pays. Autrement dit, le ministre chargé des investissements, permettez-moi l'expression, se bouge le cul pour pouvoir faire venir des investisseurs et mettre en place des investissements. Je parle bien des investissements productifs. Je ne parle pas de construire les routes, signer les marchés pour construire les routes. Je parle des investissements productifs. Transformer le bois, cultiver les céréales, cultiver le cacao, cultiver du café, transformer le cacao, triturer du cacao, créer des industries dans la plasturgie, créer des industries dans l'agroalimentaire, hein, pour fabriquer des pâtes macaroni, pour fabriquer des pâtes chocolatées, des barres chocolatées, la farine pour le pain, la farine pour les beignets, construire des hôtels, créer des unités industrielles pour la transformation du bois, etc., etc. Si on arrive à avoir des investissements dans ce cas-là, ça va relever le niveau des recettes de l'État en termes d'impôts sur le revenu des travailleurs, en termes de corporate tax, comme on dit, les impôts que les entreprises payent sur leurs dividendes, distribués ou collectent, par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée ou la taxe sur le chiffre d'affaires, pour reverser dans les caisses de l'État. Donc, à ce moment, il y aura un surplus d'impôts qui fait que l'État du Congo pourra réaliser cela. Mais, si cela n'est pas au rendez-vous, ça risque d'être dangereux. Très dangereux, pourquoi? Parce que le Congo est en train de demander un rééchelonnement de 2314 milliards. Hein, selon le communiqué du gouvernement congolais, 2314 milliards. Donc, on est là à 5 milliards de dollars. À 5 milliards de dollars. Le Congo veut un rééchelonnement de 2300. Je ne sais pas si c'est avec les intérêts ou si c'est sans les intérêts. Mais je crois que c'est sans les intérêts. Alors, 2314 milliards, je le dis souvent, quand les gens, et c'est l'occasion aussi pour nous de le dire et de le repréciser, les gens viennent souvent à la télévision dire, ah ben non, on n'est pas très endetté, hein, on a un endettement qui est égal à 70 à 30 pour 40% du PIB, on peut aller jusqu'à 70%. Je rappelle, non, ce n'est pas le PIB qui rembourse la dette, c'est le niveau des recettes fiscales propres qui rembourse la dette. Niveau des recettes fiscales propres. Et la même note précise que le Congo a une échéance de 1474 milliards prévue pour cette année. Donc, on voit très bien qu'il ne pourra pas payer les 1474 milliards. Donc, il demande donc un rééchelonnement. Il faut bien qu'on se le mette dans la... qu'on commence à tordre le cou aux idées que les gens diffusent dans les médias en disant, voilà, notre dette n'est pas élevée, elle est de... Le montant des recettes budgétaires propres d'un pays comme le Congo n'excède pas les 4 000 milliards. Quand elle excède les 4 000 milliards, les ratios prudentiels pour un État, c'est de ne pas consacrer plus de 25% de ses recettes fiscales propres pour le remboursement des impôts. Donc, le Congo n'excède pas 4 000 milliards. Donc, le Congo n'a pas 1 000 milliards à mettre sur la table. La preuve, elle a demandé le rééchelonnement. Autrement dit, quand on s'endette, il ne faut pas passer un certain seuil. Et ça, c'est seulement ce que le Congo a donné à la bourse de valeurs mobilières. Dans le cas de la Chine aussi, elle a demandé un rééchelonnement. Donc là, on est dans le cas d'une crise de surendettement. Et la restructuration de la dette du Congo devrait être plus que le remède ou la cure qui devrait être administrée à la restructuration de la dette du Congo, devrait être plus que ce qui est fait en ce moment. Bon. J'ai suivi qu'il y a 6 banques, je ne vais pas les nommer ici, qui se sont portées volontaires pour procéder à la restructuration de 1000 milliards de francs sur les 1400 ou presque 1500 milliards que l'État du Congo devait rembourser. Donc, qui sera peut-être à l'État du Congo de rembourser 500 milliards et restructurer 1000 milliards. C'est quoi un rééchelonnement?
Un rééchelonnement, c'est une opération au cours de laquelle l'emprunteur et le prêteur, donc l'emprunteur, ici c'est l'État du Congo, les prêteurs, c'est tous ceux qui ont acheté les obligations du Congo, en l'occurrence les banques, que je ne vais pas citer là. L'État du Congo est l'emprunteur. Et donc, il fait face au prêteur. Et il dit au prêteur qu'à compter de la date d'aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, mettre en place un plan qui va permettre, par exemple, de rééchelonner. Dans le cas de la BEAC, si c'était de 3 ans, on passe à 10 ans. Dans le cas des banques commerciales, si c'était de 5 ans, on passe les obligations, la durée de remboursement passe à 10 ans. Donc, il y a un sursis de 5 ans. Mais la conséquence, c'est que, premièrement, on augmente le taux d'intérêt pour couvrir les risques. On augmente le degré de sûreté. C'est ce qu'on des clauses qu'on appelle les covenants. C'est les clauses de sûreté. Et troisièmement, en rallongeant la durée, la conséquence, c'est que l'État du Congo va devoir payer plus cher. Par exemple, 6 000 milliards avec un taux d'intérêt de 5% ou de 6% lui permettait de payer 60 milliards par an. L'État du Congo va devoir passer, par exemple, de 6% à 8%, qui va faire, par exemple, 80 milliards déboursés. D'abord, en temps normal. Et en plus, si on réchelonne sur 5 ans, ça veut dire 80 milliards fois 5, ça fait 400 nouveaux milliards qui s'ajoutent sur un prêt qui au départ, par exemple, 1000 milliards, et si c'était une durée de 5 ans à un taux de 5%, l'État devait payer 50 milliards multiplié par 5 ans, ça fait 250 milliards. Mais en rééchelonnant maintenant, l'État du Congo va se retrouver à payer 250 plus 400 milliards, ça fait 650 milliards pour un emprunt de 6 milliards. Le coût du crédit va revenir au total, à maturité, sur 10 ans, à 65% de la valeur du principal. Ça, il faudrait que, je ne suis pas congolais, hein, mais dans un pays comme le Congo, il faudrait un débat parlementaire. Parlementaire de haut niveau, parce que c'est travailler pour nourrir des gens qui empruntent l'argent. Je dis encore que je reconnais que le président Sassou Nguesso a fait des infrastructures. Mais à partir du moment où le Congo se lance dans l'opération de restructuration, c'est dangereux. Parce que si à échéance, le Congo ne parvient pas à payer sa dette, 2 cas de figure s'imposent. Il va se déclarer default. Ça veut dire qu'il ne peut pas payer. Et ça va devenir comme la dette de l'Argentine. Les créanciers qui ont donné l'argent attendront, comme ça devient comme les emprunts russes. Ils attendront jusqu'à ce qu'ils meurent tous. Bon, dans le cas d'espèce, ce sont des banques, donc ce sont des sociétés constituées. Je ne crois pas qu'elles vont mourir de sitôt. Ce ne sont pas des personnes physiques. La deuxième solution, ce sera que la BEAC ou la Banque centrale imprime de la monnaie. C'est ce qu'on appelle, les stratégies d'open market. La BEAC imprime de la monnaie pour racheter les obligations du Congo. C'est le deuxième cas de figure. La BEAC va devoir imprimer de la monnaie pour racheter les obligations du Congo. C'est l'open market. Autrement dit, parce que si la situation perdure, les banques, par exemple, vont voir la liquidité bloquée dans des obligations qui ne sont plus liquides. Donc, qu'elles ne peuvent pas vendre sur le marché, parce que personne ne voudra acheter. Les gens vont se dire, non, c'est une opération issue, c'est une opération issue d'un rééchelonnement. Si je l'achète avec une valeur faciale à 100 000 et que tout le monde se débarrasse, la valeur faciale risque de descendre à 60 000 francs. Je vais perdre 40%, je vais perdre 30% si c'est à 70 000, je vais perdre 20% si c'est à 1 000. Donc, les gens risquent de ne pas racheter cela. Et les banques commerciales qui sont détenteurs de ces obligations-là, à ce moment, vont devoir passer les provisions. Or, quand vous passez les provisions, ça diminue le niveau de liquidité que vous avez dans les banques, de liquidité de fonds propres, parce que quand vous passez les provisions, vous diminuez le niveau des fonds propres. Et ça risque aussi de diminuer la disponibilité, parce que cet argent, c'est souvent les dépôts à long terme
qu'ont fait les clients de la banque, par exemple dans des bons de caisse à 2,5%, et que la banque peut ensuite réemprunter à 6% pour avoir un spread de 2 ou 3%. Comme on dit, economic of scale, le fait que l'opération porte sur les grands montants permet quand même à la banque de réaliser des dividendes. Mais c'est dangereux que ces opérations se fassent si l'État du Congo ne parvient pas à payer à échéance de réchelonnement. Le seul plan de sauvetage possible, c'est que la BEAC imprime de l'argent pour pouvoir racheter et détenir par de vraies ailes ses bons de trésor et ses obligations, afin que l'État du Congo puisse, par exemple, la BEAC peut consentir un effacement de 450 milliards de prêts, d'intérêts, et que l'État du Congo, à ce moment, dont les banques perdraient ces intérêts-là, et l'État du Congo se mettrait à rembourser le principal. Donc, on est dans un cas de figure. Je dis ça parce que nos pays se sont souvent amusés quand ils empruntaient chez les bailleurs de fonds, bilatéraux, multilatéraux. Ils ne remboursent pas, on entend ça souvent dans la bouche des dirigeants. Hein. On ne va pas rembourser, de toute façon, ils vont annuler. Mais là, s'ils essayent de faire ça avec leur propre banque centrale, ça va causer de sérieux problèmes. Parce que si la banque centrale commence à créer, à imprimer de la monnaie, bonjour l'inflation. Bonjour l'inflation mécanique. Et qui va toucher tous les pays. Donc, c'est une situation que nous allons découvrir. On va suivre ça. C'est un case study très intéressant hein, que on aimerait administrer aux enfants et voir comment ils réagissent. Il faudra suivre cette actualité-là. Comment est-ce que le Congo va réagir dans les années qui viennent? Qu'est-ce que le Congo compte faire dans les années qui viennent? Est-ce que le Congo sera en mesure de payer? Parce que si le Congo ne paye pas, les banques qui se sont syndiquées, ça veut dire se mettre ensemble pour diminuer le risque. Parce que quand elles sont 6 banques derrière 1000 milliards, ben vous faites 1000 milliards divisé par 6, c'est en moyenne 150, 160, 170 milliards de francs par banque. Donc ça pèse peu que si une banque prenait 1000 milliards de francs d'abord et non pas la surface financière pour ça. Donc ça va créer des grosses difficultés chez les banques. Et si les banques sont en difficulté et qu'elles ne parviennent pas à avoir de l'argent et que la banque centrale ne reprend pas ces titres-là pour réinjecter la liquidité dans le circuit bancaire, ça va déboucher sur une crise économique et financière. La bourse peut s'effondrer, les banques peuvent fermer parce qu'elles n'ont pas de liquidité et ça risque de créer d'autres problèmes, en sus des problèmes qui ont été créés. Donc, je pense qu'au niveau de la COSUMA, il faudrait que la COSUMA fasse plus attention. Je pense qu'au niveau de la BEAC et surtout de la COBAC, il faudrait qu'ils fassent un peu plus attention, parce que les banques qui ont emprunté et ne se font pas payer à échéance vont passer des provisions, ça va diminuer le niveau de liquidité. Est-ce qu'elles vont encore pouvoir observer les ratios prudentiels? Donc, on verra, on va suivre l'actualité et on va vous informer, mais je pense que la restructuration de la dette du Congo n'est pas une bonne nouvelle. Le réchelonnement, c'est la restructuration, parce que le réchelonnement, c'est la première étape de la restructuration. Si ça se passe pas bien, on souhaite que le Congo rembourse, et même rembourse avant. Mais si ça ne se passe pas bien, c'est une ouverture nette pour une crise économique d'amplitude 6 hein, sur l'échelle de Richter dans la zone CEMAC, et qui va affecter tout le monde. Parce que c'est l'épargne des personnes déposées dans les banques qui va se volatiliser. Et si même dans le cas où la Banque centrale imprimait de l'argent pour acheter et détenir ça, ça créerait un phénomène de poussée inflationniste dans les économies de nos pays. Donc, je souhaitais en parler de vive voix. Hein, c'est de l'analyse, ce n'est pas de la provocation, parce que c'est la première fois que ça arrive. Mais de toute façon, on avait déjà prévenu en 2018. Mais comme toujours, les gens sont là pour insulter. Mais au moment où ça se réalise, personne n'est plus là. Voilà, donc ça se passe comme ça et on est habitué à ça. Je remercie tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Partagez-la dans vos groupes, sur vos pages, vos groupes WhatsApp, vos groupes Telegram, vos groupes Facebook. Mettez un like sur la vidéo. Abonnez-vous. Invitez vos amis à s'abonner sur notre chaîne. C'est la chaîne du savoir. Et surtout, abonnez-vous aussi sur notre compte X afin de ne rien manquer de l'actualité économique et internationale. Je vous souhaite à tous et à tous de passer une bonne et agréable journée. Prenez soin de vous. Bye.